propose de commencer. Très bien. Bon, alors d'abord, c'est moi qui vais introduire finalement, en attendant nos collègues de l'Institut français. Donc, Adeline Dieudonné, bonjour. Nous avons Bonjour. le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je m'exprime ici au nom de Wallonie-Bruxelles International qui collabore avec nos amis de l'Institut français de Serbie et en partenariat avec la maison d'édition Laguna. Nous avons le plaisir ce soir de vous avoir parmi nous pour une rencontre en deux temps. Tout d'abord, il va être question de votre premier roman paru en 2018, La vraie vie, traduit en serbe en 2019 chez Laguna. Alors, outre la traduction serbe, vous avez une vingtaine d'autres traductions dans autant de langues et vous aviez vendu un nombre relativement impressionnant de livres pour un premier roman. Alors là, je tiens aussi à préciser que votre traduction serbe a reçu, effectuée par Madame Gordana Breberina, avait reçu le prix Branko Jelić, qui est le prix de la meilleure traduction francophone vers le serbe. Alors, pour parler de la vraie vie avec vous, j'invite Madame Maja Šarić de la maison Laguna à vous adresser ces questions et je prendrai pour ma part le relais dans un certain temps pour parler de votre second roman qui vient de paraître il y a quelques semaines, Kérosène. Alors, à l'attention du public, il y a dans la barre en bas d'écran un bouton langue. Vous avez donc la possibilité de suivre cette rencontre soit en français, soit en serbe. Voilà, Maja, je vous cède la parole. Veliki pozdrav iz Beograda, iz izdavačke kuće Laguna. Ja želim pre svega da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što večeras imam tu čast ispred naše izdavačke kuće da razgovaram sa Adeline i da evo direktno ovako prenesem koliko naši čitaoci, a mogu slobodno da kažem i mi ovde u izdavačkoj kući, volimo vaš roman i koliko nam se svideo i iskreno se nadam da ćemo uskoro, ako tako mogu da kažem, imati priliku i da se susretnemo ovako oči u oči i da se čitaoci iz Srbije susretnu sa vama. Ali evo da ih za početak upoznamo i na ovaj način sa knjigom, naravno one koji nisu čitali, a one koji su čitali da saznaju, odnosno od vas da čuju nešto o ovoj knjizi i o njenom nastanku i razvoju ovih fenomenalnih junaka i njihovih priča. Ja bih počela ovaj razgovor zapravo od vašeg omiljenog citata Marka Tvena, koji glasi: nisu znali da je nemoguće pa su to uradili. Vi ste rekli jednom prilikom da to može da važi i za vašu junakinju, a da može zapravo i da se prenese i na vas i na celu priču koja se dogodila sa romanom Stvarni život, koji je vaš roman prvenac, a doneo vam je 14 književnih nagrada, veliki uspeh, čitaoci ga zaista veoma vole. Pa kako se vama to sve čini? Da li ste slutili ovoliki uspeh knjige? I kako vam se sa ove distance čini sve to što se desilo od trenutka kada ste krenuli da pišete do ovog trenutka kada je ovakav uspeh doživeo? Merci beaucoup pour vos questions. Non, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Et effectivement, j'aime beaucoup cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que si je m'étais fixé cet objectif-là, de publier un roman qui reçoive autant de prix, qui soit autant traduit, qu'il ait autant de succès, évidemment, j'aurais même pas commencé à écrire parce que c'est tellement exceptionnel ce qui s'est passé avec ce roman que normalement, ça n'arrive jamais. Donc non, moi, j'ai commencé à écrire cette histoire simplement parce que j'aimais écrire, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une espèce de crise existentielle de la trentaine et qu'il y avait des choses qui avaient besoin de s'exprimer. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai pris la décision d'écrire un roman,
j'avais déjà un grand sentiment de transgression. Parce que pour moi, écrire un roman, c'était pas à ma portée. C'était quelque chose que je voyais. Pour moi, les gens qui écrivaient des romans, c'était des gens qui avaient fait des études de lettres, ou en tout cas qui étaient des grands intellectuels, ce que je n'étais pas. Et donc déjà, je pensais franchir un interdit en commençant à écrire. Et puis j'ai écrit en me disant que s'il était publié, c'était déjà une chance formidable. Donc, quand j'étais en contact avec ma maison d'édition française, l'Iconoclaste, et qu'à un moment, ils m'ont dit, après avoir retravaillé quand même le manuscrit, eh ben, écoute, si tu es d'accord, nous, on est OK de le publier. Pour moi, le travail, il était déjà fait. Pour moi, la victoire, elle était déjà là. Et évidemment, je n'ai pas du tout imaginé ce qui allait se passer par la suite. Pour moi, voilà, juste le fait d'avoir mon livre dans les librairies, je trouvais que c'était déjà un accomplissement énorme. Et donc après, c'est vrai que tout ça s'est complètement emballé. Et je me suis retrouvée dans des situations que j'avais même jamais imaginées. Effectivement, se retrouver sur la liste des grands prix, parce que La Vraie Vie en France est sortie à la rentrée littéraire de septembre, donc c'est la saison des prix. Et de me retrouver dans la première sélection du Goncourt, du Renaudot, enfin voilà, des prix extrêmement prestigieux comme ça, jamais j'aurais imaginé que ce soit possible. Mene sada zanima zašto mi je bilo važno da ispričate baš ovu priču, odnosno kako je do nje došlo. Ona je, glavna junakinja govori jednu rečenicu koja kaže priče služe da se u njih ubaci sve ono čega se plašimo, tako smo sigurni da se to neće desiti u stvarnom životu. Vi ste u ovaj roman ubacili jedan mrak, jednu gorčinu, ali i jednu hrabru junakinju koja se bori da u tom porodičnom zverinjaku preživi i da zajedno sa svojim bratom iz njega izađe. Pa zašto vam je bilo važno da ispričate ovu priču i kako je do nje došlo? J'avais vraiment cette idée de ces deux enfants confrontés à l'accident qui se produit au début qui est l'incident déclencheur en fait du roman. Et j'avais ces deux enfants qui étaient face à cette horreur. Et j'ai eu envie de les suivre. J'ai eu envie de savoir ce qu'ils allaient devenir, en me disant qu'ils n'allaient pas évoluer de la même façon, forcément. Qu'il y en a un qui allait mal réagir et une autre qui allait réagir il y en a un qui allait réagir de façon négative et l'autre qui allait réagir de façon positive. Et donc, simplement, j'avais la voix de cette petite fille qui tambourinait dans ma tête et j'ai vraiment eu la curiosité de suivre leur aventure et ce qui se passait. Après, c'est vrai qu'elle dit ça, elle dit à son petit frère, les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, comme ça on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et c'est vrai que pour moi, il y a une vraie dimension cathartique dans l'écriture, c'est de mettre à distance le réel, de mettre à distance mes peurs, mes angoisses, ou tout ce que je trouve affreux dans le monde dans lequel je vis, voilà, pour pouvoir un petit peu il y a quelque chose de l'ordre de l'exorcisme là-dedans, même si j'y crois pas trop, c'est sûr que ça ne va rien changer au réel. Et après, quand je le regarde rétrospectivement, quand je revois le récit de La Vraie Vie, je me dis, c'est fou parce qu'en fait, au moment où je l'ai écrit, j'y ai pas du tout pensé, mais ça raconte tellement mon angoisse vis-à-vis du néolibéralisme qui détruit tout, en fait. Parce que c'est 2 ans. Et comment des enfants peuvent survivre dans ce monde-là. Et le père incarne vraiment pour moi ça, le néolibéralisme sauvage, cette espèce de darwinisme social, les gros mangent les petits, et ce rapport à la nature qui est complètement destructeur. Et voilà, et comment 2 enfants vont pouvoir grandir là-dedans. Et ça, c'est mon angoisse fondamentale parce que j'ai 2 enfants et que je suis très préoccupée par leur avenir. A
Da li sa razlogom svojim junacima, odnosno tačnije ovde vidimo samo ime brata Žila, da li sa razlogom svojim junacima i naratorki i ocu i majci, ocu nasilniku, majci koja je za svoju ćerku samo ameba, koja je nesposobna da se bori za svoju decu, nije dovoljno jaka, koja je žrtva supruga nasilnika, da li im sa razlogom niste dali imena i smestili ste ih u jedno sumorno mesto koje se zove onako vrlo nedefinisano demo? Da li ste time upravo želeli da pokažete koliko je ta priča zapravo univerzalna i koliko se dešava svuda oko nas i koliko se može desiti bilo kome? Oui, de nouveau, j'avais pas d'intention précise en l'écrivant. J'avoue que c'était plus une espèce d'intuition. J'avais pas envie de nommer les lieux ni les personnages. Peut-être aussi parce que je voulais préserver la dimension conte de cette histoire. C'est vraiment il y a quelque chose du conte de fées. Voilà, le père, c'est l'ogre, il y a la figure de la sorcière, il y a la figure du prince charmant. Donc, plus j'allais les nommer, plus j'allais les ancrer dans une réalité, plus j'allais amoindrir cette dimension-là. Et moi, j'y tenais à ce qu'il y ait vraiment que l'histoire flotte quelque part au-dessus du réel et qu'elle n'y soit pas complètement enracinée. Naratorku i njenog mlađeg brata smrt od malena okružuje. Postoji ta jedna četvrta soba u njihovoj kući u kojoj se nalaze preparirane životinje, zatim taj zastrašujući događaj koji deca njihovog uzrasta ne bi trebalo da dožive u tim godinama ili bar ako dožive, a onda da ih roditelji na neki način zaštite od toga, odnosno svojom ljubavlju izleče. Da li je taj nedostatak ljubavi u ovoj porodici ono što ovu decu zapravo oštećuje i što ih čini dodatno ranjivima? Oui, bien sûr que ça les vulnérabilise complètement. Les enfants ont besoin d'être aimés par leurs parents. C'est la base, c'est vraiment la base pour moi de l'être humain. C'est que s'il n'est pas aimé, l'enfant, il croit toujours que ses parents l'aiment, même quand les parents ne les aiment pas. Et donc, s'il croit que ses parents l'aiment et que ses parents se conduisent mal vis-à-vis de lui, il va considérer que cette façon de mal se conduire, c'est ça l'amour. Et c'est comme ça qu'il va le reproduire. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était comment est-ce qu'on construit un monstre avec un petit garçon dont on ne prend pas soin, dont on ne s'occupe pas, dont on ne prend pas en charge les traumatismes. Et c'est vrai qu'ils sont entourés par la mort avec les trophées de chasse du père. Donc, il est aussi le petit garçon élevé pour être un prédateur. Et donc ça m'intéressait aussi. C'est comment comment naissent les prédateurs. C'est pas quelque chose d'inné du tout, du tout. Je pense que ça se construit complètement. Nju plaši, naratorku plaši ta praznina koju primećuje u očima svog brata, taj crv zla koji mu je ušao u glavu i ona želi pošto poto da ga zaštiti i da ga otrgne od svega toga. Prvo onako naivno, misleći da zaista može da izgradi taj jedan vremeplov koji će ih vratiti u vreme pre te strašne nesreće koja se dogodila i koja ih je zauvek obeležila, a onda saznaje i za fizičarku Mariju Kiri i na taj način nekako kreće njena borba. Tu je važan i lik te susetke Monike koja govori danas si doživela gadno razočaranje, ali nastavi da se boriš jer možeš da budeš šta hoćeš. Da li su znanje i nauka kojima se junakinja onda posvetila ti koji joj daju snagu i koji je na kraju spasavaju? En tout cas, ça lui permet de se mobiliser. Ça lui permet de sortir de chez elle, d'aller vers le monde extérieur, d'aller chercher de l'aide en dehors de sa maison, puisque dans sa maison, entre son père qui est un prédateur et sa mère qui est complètement traumatisée par les violences qu'elle subit, la petite fille a très vite compris que ce n'était pas à l'intérieur de sa maison qu'elle allait pouvoir trouver des réponses. Donc c'est vrai qu'elle, sa solution, c'est de se tourner vers la science parce qu'elle veut revenir en arrière, elle veut remonter le temps. Et ça, c'est de la physique quantique. C'est vrai qu'à partir du moment où elle comprend que la magie n'existe pas et que la magie ne l'aidera pas,
elle se tourne vers les sciences. Oui, c'est peut-être une façon pour moi, mais j'en sais rien. De nouveau, je ne l'ai pas intellectualisé comme ça quand j'ai écrit, mais est-ce que c'est une façon d'opposer en gros, le spirituel ou les croyances à la science et de dire bah, finalement, c'est vrai que la réponse, elle est dans le concret, elle est dans la science, elle est dans ce qu'on connaît de la nature et que, en tout cas, si on veut se sauver, si on veut s'en sortir, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Marie Curie, elle avait une très très belle phrase. Elle disait dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et je trouve ça super beau parce que la petite fille, c'est vraiment comme ça qu'elle arrive à combattre ses peurs aussi. C'est de dire ce que je ne comprends pas, je vais essayer enfin, ce qui me fait peur, je vais essayer de le comprendre et c'est par cette voie-là que je vais. Et en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui lui permet de grandir. C'est ça qui lui permet d'échapper à l'oppression familiale. Et du coup, elle en subit les conséquences aussi, parce que son père, il y a aussi chez lui cet anti-intellectualisme de base assez typique des oppresseurs, qui est de ne pas supporter cette émancipation chez sa fille. Specifičan je i taj njen odnos sa majkom. Ona prvo prema majci osjeća samo sažaljenje i smatra je amebom koja je, kako sam rekla već na početku, nemoćna da se bori za svoju decu, koja izgleda kao i da nema želju da se bori, ali njih dve na kraju kao da se nekako udružuju u tom. One su obe žrtve muža, odnosno oca nasilnika. Kako ste gradili taj odnos? Šta vam je tu bilo najbitnije da prikažete? Bah, de nouveau, j'ai rien voulu montrer parce que vraiment, moi, j'écris des histoires et je j'essaye pas du tout d'avoir un propos politique ou d'avoir un propos social dans les histoires que j'écris. Vraiment, à la base, au moment où j'écris, j'essaie juste d'écrire une histoire qui va être agréable à lire pour les lecteurs. Maintenant, c'est vrai que quand je l'ai écrit, on était en plein MeToo. Et il y a peut-être eu cette espèce d'instinct de me dire, bah oui, forcément, à un moment, les femmes, quand elles sont, la réponse, c'est de s'unir, la réponse, c'est d'être solidaire. Parce qu'au début du livre, c'est vrai que la petite fille, elle est en colère contre sa mère. Et quelque part, on la comprend, sa maman ne la protège pas alors que c'est son rôle. Et puis en grandissant, bah, elle comprend aussi que sa maman n'est pas en mesure de la protéger et qu'elle est elle-même aux prises avec des forces qui sont beaucoup plus puissantes qu'elle. Et donc, à un moment, elle va avoir cette intelligence, cette maturité de comprendre ça. Et donc, elle va aller vers sa mère et il va y avoir un lien qui va se créer et effectivement une forme de sororité qui va se mettre en place. Et ce rapport-là, il m'intéresse très fort. D'ailleurs, j'aurais presque envie de savoir aussi qu'est-ce qui se passe après, dans les années qui suivent la fin du livre, parce que le personnage de la maman, il va se développer il va presque commencer à exister à partir de la fin du livre. Donc, ce sera intéressant de voir comment va évoluer leur relation. Zapravo tada za njih počinje taj stvarni život, taj život bez straha, pa jel postoji možda mogućnost, kad ste već to pomenuli, da vidimo kako će se dalje razvijati ta priča? Da li kod vas negde postoji ta ideja? J'ai pas super bien entendu la traduction, mais donc ce que je comprends de la question, c'est est-ce que la situation de fin de la vraie vie pourrait donner place à un nouveau roman, c'est ça? À une suite? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Da. Ben, alors, j'oserais pas, honnêtement, parce que, enfin, en tout cas pas maintenant. Je sais pas, peut-être qu'un jour, j'aurai
courage ou l'audace de m'y attaquer. C'est vrai que là, ce livre a eu tellement de succès, il y a tellement de gens qui se sont attachés à cette petite fille et à son histoire que j'aurais terriblement peur de décevoir, de faire... Et puis le gros de son histoire, il a été raconté. Après, oui, non, on se doute bien qu'elle a un destin incroyable après, mais ce serait peut-être rigolo un jour de faire une spin-off avec le personnage de la maman. De la même façon que dans Kérosène, j'ai repris le personnage de Monica dans la vraie vie parce que j'étais frustrée de ce personnage disparaît assez vite dans le roman et j'avais envie de la retrouver quelques années après et elle réapparaît dans Kérosène. Donc ça, de me dire que d'un livre à l'autre, on va retrouver des personnages, ça, c'est pas du tout impossible. Et effectivement, la maman, c'est un personnage que j'aurais envie de retrouver. Mais je pense que ce ne sera jamais une suite de la vraie vie. Ce sera, comme vous dites, un germe qui va donner autre chose, qui va partir vers une autre histoire, mais faire une suite en me disant je pars de la fin de la vraie vie et je raconte la suite, entre guillemets, c'est compliqué. J'aurais tellement peur de décevoir les lecteurs que j'ose pas trop y toucher pour l'instant. Da, ovo je možda sada idealan trenutak i da predstavimo i roman Kerozin, ali ono što bih ja, pre nego što završimo priču o stvarnom životu, još volela da pitam, jeste, ovaj roman sve vreme, govorili smo o tim njegovim mračnim stranama i mračnim delovima, odnosno mračnim situacijama iz života, ali ovaj roman predstavlja u jednom trenutku mlada naratorka spoznaje i zaljubljivanje i strast, pa me zanima zašto vam je bilo važno da uvedete u naratorkin svet i šampiona, odnosno profesora fizičkog i šampiona u karateu, da prikažete i taj deo u priči. Alors, pour moi, c'était vraiment important qu'elle aille, parce que dans les forces vitales, la sexualité, pour moi, elle occupe une place importante et ça fait partie aussi de notre sauvagerie et je trouve que c'est une belle façon justement d'exorciser qu'est-ce qu'on en fait de notre sauvagerie, qu'est-ce qu'on en fait de notre violence. Et je trouve, voilà, la sexualité est une belle réponse à ça, tout comme l'art, tout comme le sport, on a plein d'endroits où on peut sublimer ces pulsions parfois, parfois très difficiles à maîtriser. Et donc, c'est vrai que pour elle, et j'avais envie aussi de raconter ça, l'éveil sexuel d'une jeune fille, peut-être parce que j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore beaucoup raconté, qu'on n'avait pas encore beaucoup exploré. En tout cas, moi, je ne l'ai pas beaucoup lu et quand j'avais son âge, c'était des choses que je n'avais pas du tout le droit d'exprimer, contrairement aux garçons qui, eux, voilà, on va les chercher sur ce terrain-là, on leur dit, et ça peut être embarrassant pour eux aussi, hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc, j'avais envie de raconter ça. Après, pourquoi le champion? C'est vrai qu'elle part sur cette espèce de type complètement, complètement fantasmé. Enfin, en tout cas, elle se projette une image de lui qui est dingue. Et puis voilà. Et puis c'est finalement assez décevant, mais comme souvent le début de la sexualité. Et puis un peu violent. Et puis moralement très, très limite. Ça, j'avais aussi envie ouais, qu'il y ait quelque chose, qu'elle soit pas complètement pure non plus, que ce soit pas une héroïne toute blanche, toute ouais, qu'elle ait aussi des endroits plus sombres où on puisse dire mais tiens, mais à cet endroit-là, elle a quand même voilà, elle s'est quand même conduite d'une façon qui n'était pas moralement parfaitement pure.
Da, i to su neki trenuci kada mi kao čitaoci možemo malo da odahnemo, kada se malo pomeramo, odnosno odmičemo i od tog porodičnog nasilja i od tog mraka koji okružuje nju i njenu porodicu. Nekako sve vreme dok čitamo imamo osjećaj, imamo tu knedlu u grlu, želju da zaštitimo devojčicu, mladu naratorku, i onda dolazi taj kraj, taj rasplet kada se vidi to svetlo na kraju tunela. Je li vama to donelo olakšanje u pisanju i kako ste se osjećali kada ste završili sa pisanjem ove priče? Ça a été un drôle de sentiment quand j'ai terminé d'écrire La vraie vie, parce que d'un côté, non, un soulagement, je pense pas. Il y a quand même un gros sentiment de gâchis. Fondamentalement, c'est très triste ce qui arrive à cette famille, même si, ouais, même si quelque part on se dit ils sont hors de danger, mais en même temps, c'est hyper triste. Et puis moi, en tant qu'auteur, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés à... Je savais qu'en terminant d'écrire La vraie vie, je quittais cette petite fille qui m'avait quand même accompagnée très, très fort pendant de longs mois. Et je m'étais beaucoup attachée à elle. Et donc, ça a été assez douloureux, en fait, les dernières pages, de lui dire au revoir, de dire, bon, bah, maintenant... Enfin, c'est assez mystique, hein, raconter comme ça, mais c'est vraiment comme quelqu'un à qui je m'attache, et puis tout à coup, enfin, comme, ouais, cette comparaison est complètement bateau et cliché, mais c'est comme un enfant, quoi, de dire à un moment, bah, il quitte la maison et j'aurai plus d'emprise sur sa vie, et elle va me quitter. Et puis, et en plus, si j'avais su qu'elle allait vivre enfin, une vie aussi incroyable et qu'elle allait autant voyager, je pense que j'aurais eu encore plus de mal à terminer le roman. Parce que tout à coup, on sait que nos personnages vont nous échapper. Donc c'était un sentiment particulier, la fin de La vraie vie. Divno, hvala vam mnogo. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što smo evo i na ovaj način, što smo direktno od vas mogli da čujemo i kako je nastao roman i kako su se gradili junaci stvarnog života. A ja sada zaista jedva čekam da čujem i priču o romanu Kerozin s nadom da ćemo ga uskoro čitati i u srpskom prevodu. Hvala vam, Adeline. Merci beaucoup. Merci Maya. Alors je vais me permettre de prendre le relais pour parler justement de votre nouveau roman, Adeline, qui sort ce printemps, Kérosène. Alors commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Ce titre, bien entendu, les différents personnages du roman ont pour point focal cette station-service de ce qu'on appelle en Belgique l'autoroute des Ardennes, à l'ombre du plateau ardennais, la région de Wellin, pour ceux qui connaissent. Alors, pourquoi kérosène? Le kérosène, c'est le carburant des avions, des vaisseaux spatiaux, et pas le carburant qu'on met dans nos voitures. C'est le côté hors sol ou le côté vitesse? C'est le côté énergie, et puis surtout, c'est parce que c'est un mot que je trouve très joli. C'est aussi simple que ça. Je cherchais un titre qui soit dans le champ lexical des énergies fossiles. Et c'est vrai que kérosène, je trouve que c'est un mot qui, à la fois à l'oreille, est très percutant, et graphiquement aussi. J'aime bien les lettres comme le K, le Z. Enfin, d'ailleurs, j'ai mis un Z alors qu'en français, ça s'écrit avec un S. Mais voilà, oui, je trouvais ça beaucoup plus parlant et beaucoup plus évident que si je l'avais appelé Essence ou Euro Super 95. Et j'imagine que vous jouez au Scrabble. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez mentionné par ailleurs le fait, et ça se ressent assez fort, que vous étiez parti à la base sur un recueil de nouvelles et que vous avez, en tout cas pour certaines d'entre elles, plus que pour d'autres, travaillé à fondre, à donner de l'unité entre certaines de ces nouvelles dans lesquelles certains personnages se croisent, à l'exception de l'une ou l'autre de, je vais parler à partir de dorénavant de chapitres, donc, puisqu'il s'agit des chapitres d'un roman, qui sont plus indépendants, on va dire. Alors, sans entrer dans les secrets du dialogue entre vous et votre éditeur, pourquoi ce glissement, si j'ose dire? Alors, déjà, pour moi, Kérosène, ce n'est pas un roman.
En tout cas, j'en parle jamais comme d'un roman parce que la construction est trop éclatée, la narration est beaucoup trop éclatée, pour en faire un roman. C'est pas un recueil de nouvelles non plus parce que c'est vrai que les nouvelles sont liées entre elles et et c'est vrai qu'à un moment, moi, j'ai arrêté de me poser la question, et avec ma maison d'édition, c'est ça le parti qu'on a pris. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais effectivement vraiment partie sur un recueil de nouvelles et puis à un moment, ça m'amusait de me dire que les personnages allaient se rencontrer, qu'ils allaient se croiser dans une station-service. Et donc, ça a glissé vers autre chose et on s'est retrouvés un petit peu entre les deux. Et, et finalement, je dis, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de définir? Est-ce qu'on ne peut pas simplement se dire que artistiquement, c'est là que ma démarche m'a menée, c'est exactement à cet endroit-là, et que finalement, je m'en fous un petit peu de savoir si ça rentre dans une case ou dans une autre. J'ai un peu de mal avec les cases, surtout enfin, voilà, en littérature, c'est vrai qu'on a tendance aussi dans les genres à vouloir classifier entre le polar, la blanche, la noire, tout ça. Et voilà, et moi, ça m'amusait de me dire, en fait, je m'en fous, et j'appelle ça un OLNI, un objet littéraire non identifié, ça me va très bien. J'ai pensé à Last Exit to Brooklyn de Selby, que c'est un bouquin que j'ai adoré, que j'ai attaqué comme ça aussi, sans trop savoir ce que c'était. Et c'est pareil, hein, alors, on en parle plutôt comme d'un roman, alors que pour moi, c'est plutôt des nouvelles qui gravitent autour d'un univers commun. Et j'adore ce type de narration. Donc voilà, à un moment, je me suis dit, arrêtons de nous poser la question. Maintenant, la seule chose, c'est que je trouve ça quand même cool pour les futurs lecteurs qui sachent un tout petit peu où ils mettent les pieds. C'est-à-dire que si on leur dit que c'est un roman, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté auprès de ma maison d'édition, j'ai dit, je ne veux pas que le mot roman soit prononcé dans toute la démarche commerciale du livre, parce que là, je pourrais comprendre que les lecteurs soient désarçonnés s'ils s'attendent à un roman. Alors, est-ce qu'il en va de même pour les différents pronoms personnels attachés aux différents personnages? C'est-à-dire que vous avez, outre le petit chapitre introductif et les 2 pages de fin, 14 chapitres qui correspondent chacun au nom d'un personnage, le cheval compris. Et sur ces 14 chapitres, 6 sont écrits à la première personne du singulier. Est-ce que ça reflète un attachement particulier à ces 6 personnages, ou bien c'est le hasard de la façon dont vous avez attaqué ces Oui, chapitres? c'est vraiment le hasard, et ça n'a aucune signification en tant que tel. C'est-à-dire que moi, j'aime bien commencer à écrire avec la première idée que j'ai, enfin vraiment la première phrase qui me vient en tête. Et c'est vrai que de temps en temps, cette phrase me vient à la première personne du singulier, parfois à la troisième. Mais ça ne dit rien de mon attachement pour les personnages, vraiment, parce qu'il y a des histoires. Enfin, déjà, je les aime tous comme mes enfants. Et puis que non, il y a même peut-être certains personnages que j'ai écrits à la troisième personne du singulier et pour lesquels j'ai plus d'affection que certains écrits à la première. Donc, c'est vraiment juste une voix qui vient comme ça, et puis je m'engage là-dedans. Alors, étant parti sur des formes courtes, disons, vous êtes assez peu descriptif finalement dans votre style. Vous avez un style assez direct, relativement simple, linguistiquement parlant, et aussi une temporalité qui est assez raccourcie, j'ai envie de dire, de temps en temps. C'est-à-dire que vous introduisez certains des chapitres par quelques phrases, et puis vous faites un flashback au sein même du chapitre, par des formes, on va dire, raccourcies. Et donc, vous mentionniez, en parlant plutôt de la vraie vie, une espèce d'environnement flottant. Ce sont vos termes, aussi bien au niveau de l'espace que du temps. Alors, clairement, on est à l'époque contemporaine. Vous parlez d'Instagram, vous parlez les différents éléments de l'environnement nous situent clairement dans l'époque contemporaine. Et vous donnez des éléments d'espace aussi, mais qui sont assez flous. D'ailleurs, la station-service elle-même, a fortiori pendant la nuit, est un endroit de passage, est un endroit un peu mystérieux. Cette temporalité un peu décalée, vous l'avez reliée précédemment en parlant de la vraie vie au monde du conte, avec toute la cruauté que ça implique. Vous reprenez un peu cette formule ici, j'ai l'impression.
Oui et non, parce que, alors Kérosène, je l'ai quand même plus effectivement ancré dans la réalité. D'ailleurs, je situe plus les lieux. Là, j'ai été obligée de donner des noms à tous mes personnages, donc il est un tout petit peu plus ancré, et en même temps, c'est vrai que j'aime bien ce en tant que lectrice, moi, c'est vrai que j'aime bien qu'on m'emmène loin, qu'il y ait vraiment un travail sur l'imaginaire, et donc qu'on soit, quelque part et donc c'est ça qui était un petit peu, heu, compliqué, enfin pas compliqué, mais qui était particulier avec Kérosène, c'est que d'un côté, je donne vraiment des choses très précises qui nous raccrochent au réel, et d'un autre côté, j'avais aussi envie que de temps en temps, heu, les d'aller loin, et d'être de flirter avec la frontière du vraisemblable ou du réel, heu et voilà, d'aller me balader un peu, au bord du ravin pour voir jusqu'où je pouvais aller sans, sans tomber dans quelque chose de trop caricatural, que ça reste possible, mais où quand même les gens se disent: «Mais waouh, là on est parti loin». Mhm. Alors, ça, c'était un peu pour la forme. Maintenant, quant au fond, bon, ce qui est évidemment central dans Kérosène, ce sont les rapports humains au sens large et plus particulièrement les rapports hommes-femmes qui sont très souvent problématiques. Euh, Vous avez dit par ailleurs que le problème essentiel, c'était la virilité. Dans une interview donnée à la FNAC, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a ça se traduit de différentes façons dans Kérosène. Vous mentionnez, vous faites allusion en tout cas dans le chapitre qui s'intitule Loïc au cyberharcèlement. Loïc, c'est un personnage qui après une déception amoureuse, on va dire, terminée de façon relativement abrupte, se réfugie dans le monde virtuel au travers d'une communauté de dragueurs, et il met ça en pratique dans la vraie vie, et il va aller jusqu'à, avec sa bande de potes, à faire fermer son profil à une femme qui s'exprime, bon, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on imagine un peu contre leurs agissements virtuels. Ça fait écho au film de Florence Hénault et de Myriam Leroy qui a été diffusé hier, si je ne m'abuse, à la télévision francophone belge. Alors, ce cyberharcèlement, vous l'avez traité assez peu finalement, juste dans ce chapitre-là. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous intéresse, sur lequel vous auriez envie de revenir? Peut-être, en tout cas, c'est vrai que j'ai regardé hier soir le documentaire de Myriam Leroy et Florence Hénault, et c'est vrai que c'est effrayant. C'est un phénomène qui est absolument, hallucinant, et moi, je sais à quel point ça peut être violent, mais là, c'est vrai qu'en entendant les témoignages des femmes, qui en parlent, ouais, c'est vraiment d'une violence, extrême. Donc après, c'est vrai que moi, je l'ai traité, assez brièvement là-dedans. Pour moi, c'est heu, une des armes par lesquelles on réduit, les femmes au silence, et on les empêche d'avoir leur place dans la société, dans le débat public, et voilà. Mais c'est vrai que moi, je m'étais simplement, pour cette histoire-là, je m'étais dit: «Tiens, qui sont ces mecs?» Et j'ai eu envie d'en imaginer un. Maintenant, c'est ça qu'ils disent très, très bien dans le documentaire, c'est que, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont, donc je parle de ces hommes qui lancent des raids, contre des femmes sur les réseaux sociaux, ou sur internet, et que c'est pas des gars, c'est pas des cas sociaux, c'est pas des gens, qui vivent enfermés dans leur cave, entourés de leurs déchets, c'est mon père, c'est mon frère, c'est vraiment c'est ça, et c'est ça qui est terrible. Mais donc pour élargir sur les rapports, hommes-femmes, c'est vrai que c'est pas les rapports hommes-femmes, c'est vraiment comme vous disiez tout à l'heure, je parle de la virilité, parce que le problème, c'est que ces rapports de domination, déjà, ils touchent tout le monde. Ils touchent évidemment plus les femmes, ils touchent évidemment, mais
aussi les personnes qu'on va discriminer sur leur couleur de peau, les personnes qu'on va discriminer sur leur sexualité. Donc, en fait, beaucoup d'hommes aussi, parce qu'ils ne correspondent pas à une espèce d'idéal de virilité, enfin en tout cas de surhomme, comme ça, cette espèce d'image qu'on a de l'homme tel qu'il devrait être. Et voilà. Et donc, en fait, ça fait des victimes à tous les niveaux. Et donc, je pense que oui, si on voulait abolir les rapports de domination, c'est peut-être d'abord de cesser de hiérarchiser. Bon, après, voilà, je dis ça, c'est ultra bisounours, hein, dit comme ça, mais vraiment de cesser de hiérarchiser les gens. Et c'est vrai. Et donc, dans Kérosène, on a aussi on a par exemple le personnage de Joseph, qui est ultra touchant, qui est juste un gars qui pleure facilement, et donc il est sensible, et donc il perd toute crédibilité, et donc il n'arrive pas à séduire des femmes, parce qu'il ne correspond pas à cette espèce ou le personnage de Pupute, qui lui est victime des rapports de classe. Et, et donc pour moi, on est bien au-delà du schéma de l'homme dominant, de la femme dominée. Non, les rapports de domination, ils se dessinent, et les schémas, ils sont tellement complexes et intersectionnels que du coup, on les retrouve de plein de façons différentes. Et alors, vous prenez un parti pris assez radical dans certains de vos chapitres. Vous venez de mentionner Joseph qui commence son chapitre à la première personne, justement, en précisant bien qu'il n'a jamais eu de problème d'érection. Et on comprend directement que ce sera le cas, évidemment, là, dans sa rencontre avec la très sauvage Shelley, qu'on le retrouve. Par ailleurs, on a un certain nombre d'hommes qui sont assez, on va dire, lamentables, ou qui perdent pas mal de leur superbe par rapport à ce qu'ils sont étant jeunes mâles alpha. Je pense notamment au mari, justement, de Shelley dans le premier chapitre, qui se fait assassiner par sa femme après 11 ans de mariage. Donc on comprend assez vite que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'une certaine lassitude s'est installée, une certaine divergence à toute une série de points de vue. Et Shelley, presque en rentrant à la maison un jour, presque sur un coup de tête, on va dire, poignarde son mari. C'est extrêmement brusque. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'humour même là-dedans, tellement cette scène, et on ne la sent pas venir. Et ça m'a. C'est un peu du Stephen King aussi, il y a de ça, j'ai l'impression. Et avec beaucoup d'érotisme, et d'érotisme morbide, là, pour le coup. Ce Tom, le mari de Shelley, dont je n'ai plus le prénom sous les yeux. Voilà, est un type qui s'est installé dans une routine, qui a une image finalement assez négative de lui-même, comme on retrouvera chez Joseph, oui, certainement. Donc, ce sont des hommes qui ont une image assez négative d'eux-mêmes, de même que le propriétaire du cheval, qui sombrera dans l'alcoolisme. Et pour ce qui est des femmes, j'ai l'impression, on vient de mentionner Shelley, qui est un personnage féminin tout à fait dominant, hein, qui fait plus qu'inviter les hommes, qui invite au sexe quand elle en a envie, avec le premier venu, on va dire, qui est un personnage très fort, physiquement extrêmement dynamique, qui a une grande communauté sur Instagram, donc une femme qui se réalise vraiment dans ce qu'elle a choisi. On a également le personnage de Monica, que vous faites revivre, que vous récupérez dans la vraie vie, qui est une dame de 90 ans, qui est une vieille dame, et qui refuse de façon très, très sereine, très calme, et qui refuse la destinée que sa famille a choisie pour elle, c'est-à-dire d'aller dans un home de vieux, hein, dans une maison assistée, et qui choisit de se suicider, mais sans drame. Donc, c'est quelque part des femmes qui pour le coup, se libèrent complètement, assument complètement leur destin, et se dressent finalement.
Oui, oui, en tout cas, c'est sûr qu'on a pas mal de personnages qui sont à un moment de leur vie où ils prennent une décision. Et effectivement, peut-être plus du côté des femmes, mais je ne suis même pas certaine. C'est une nuit où il y a pas mal de destins qui basculent et où, effectivement, on a aussi le personnage de Victoire qui décide enfin de réaliser son rêve, qui est d'aller assister à un Green d'Adrap, ces massacres de dauphins dans les îles Féroé. Mais donc, c'est vrai qu'on a des personnages féminins, je pense effectivement à Victoire, à Chelly, qui sont plutôt féroces, plutôt du côté des dominants, qui incarnent. Chelly, elle incarne vraiment une forme de virilité, c'est-à-dire que elle est, enfin, en tout cas, cette espèce de darwinisme social de tu travailles, tu vis, tu travailles pas, tu crèves, et c'est simple. Et dans la tête de Chelly, de toute façon, tout est extrêmement simple. Et c'est pour ça que je crois que c'est un personnage qui va plutôt bien. C'est plutôt les gens qui l'entourent qui vont moins bien, mais elle va plutôt bien parce que elle vit finalement dans le monde, dans son monde idéal, c'est-à-dire un monde de compétition, un monde où le meilleur gagne. Mais après, effectivement, on a des personnages qui n'en peuvent plus à certains moments. Je pense à Julie, qui subit, et puis qui à un moment sombre presque dans la folie et trouve une façon d'échapper à son destin qui est complètement folle, qui passe aussi par le sexe de nouveau. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a pas mal de personnages qui sont à un moment de rupture, un moment où ils prennent une décision. Mais c'est le cas du personnage d'Antoine, qui est celui qui vole le cheval, qui décide aussi tout à coup de réaliser quelque chose dans sa folie totale. Le personnage de Pupute, où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il s'est fait la malle et qu'il a enfin repris le contrôle sur sa vie. Donc voilà, c'est tout des destins qui basculent. Oui, Julie, elle, clairement, c'est presque un objet, la façon dont elle est traitée par ses beaux-parents en devenir, qui sont chacun gynéco, comme leur fils, futur mari de Julie, et qui, à un moment donné, Julie va décider de se rebeller de la façon la plus crapuleuse qui soit, si j'ose dire, c'est-à-dire en essayant de collectionner en un temps record un maximum de maladies vénériennes pour les refiler à son mari. Autre personnage femme-objet, pour ainsi dire, et presque littéralement, c'est Alika. Ouais. Cette nurse d'origine philippine, enfin philippine carrément, qui travaille pour un salaire de misère auprès d'une famille pour autant fortunée, et qui se retrouve sur cette aire d'autoroute parce qu'elle a été prêtée, ce sont vos propres termes, par ses employeurs ou ses propriétaires, presque on a envie de dire, à des amis pour 2 semaines de vacances. Et Alika, elle, dans ce chapitre est assez étonnant parce que, de par les consignes qu'elle a reçues de l'école d'aide à domicile qu'elle a suivie, et tout ça, tous ces conseils, en fait, sont des citations. Oui, tout à fait, que j'ai réellement, qui sont réellement extraites de ce manuel. C'est terrifiant ce truc. Et Un c'est manuel contemporain. un manuel contemporain, oui, oui. Et c'était un article que j'avais lu du Monde diplomatique, dans lequel le journaliste, et je suis vraiment désolée, chaque fois j'oublie son nom, je devrais pouvoir le citer, mais dans lequel je pense que l'article s'appelait « Soyez humble ». Pour les gens qui veulent aller le retrouver sur Internet, c'est effrayant. Et il en a fait un documentaire sur la façon dont ça, c'est même plus que de l'infantilisation, c'est de la déshumanisation complète. Comment ces nounous philippines sont formées et où, en gros, on leur dit « obéissez ». Obéissez, écoutez vos employeurs et ne vous écoutez pas vous-même et n'allez pas à l'ambassade, sauf si vraiment votre vie est en danger. Et nous, c'est une forme d'esclavage moderne. Je ne pourrais pas citer le chiffre, mais chaque jour, les Philippines rapatrient plusieurs cadavres. C'est pas une femme morte, c'est plusieurs cadavres de nounous qui ont été tués dans l'exercice. Alors,
probablement pas en France ou en Belgique, mais quand même dans le monde occidental, elles subissent des violences qui sont abominables. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est les corps. Vous parliez tout à l'heure du personnage de Julie, où effectivement, son corps est vu par sa belle famille, qui sont effectivement, son mari est gynécologue et ses deux beaux-parents sont gynécologues, et elle n'est vue que comme un utérus vivant, enfin sur pattes. Et eux, ils ne s'intéressent à elle que pour ses fonctions reproductrices. Et donc, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est à quel point on peut déshumaniser les gens et en faire uniquement des fonctions à travers la fonction de nounou, que ce soit pour Alika, ou la fonction de reproductrice. Et c'est vraiment, oui, comment on ne voit plus les gens comme des humains dans leur ensemble, dans leur globalité, mais uniquement comme des fonctions. Et de nouveau, c'est ultra capitaliste comme vision, c'est de se dire les gens sont des variables d'ajustement, c'est des masses qui doivent produire des choses pour que d'autres personnes puissent s'enrichir et profiter de leur travail. Voilà. Alors, ce qui est aussi très présent dans Kérosène, c'est le rapport des hommes aux animaux. Les animaux sont assez omniprésents. Alors, il y a le cheval, le loup, le cochon, les acariens, le dauphin. Mais tous ces animaux ont en commun d'être soumis ou persécutés par le règne de l'homme, précisément. Le cheval est domestiqué, et c'est d'ailleurs, en ce qui concerne Red Apple, avant qu'il ne devienne un champion, c'est sa domestication précisément qui donne, cette tentative de domestication qui mène au drame. C'est dans une ruade qu'il tue la petite fille avec laquelle il avait un rapport très très bon. Il y a le loup qui est assassiné et décapité qui meurt et puis qui est décapité après être mort. Il y a le fameux cochon qui a été adopté par ce couple problématique, dont le couple n'est pas problématique en soi peut-être, mais lui a clairement un problème. Il travaille dans un abattoir évidemment, et ils ont adopté un cochon à la maison qui est source d'angoisse existentielle, qui est un peu finalement l'animal domestique d'une part, mais surtout l'animal qui sert à ce que la culpabilité finalement de cet assassin en série ressorte les week-ends bien arrosés et bien enfumés quand les enfants sont partis. L'acarien lui-même, on a cet éleveur d'acariens, l'acarien, ce sont les animaux dont on veut se débarrasser, mais non, en fait, dans ce système capitaliste qui met tout, qui assigne une fonction à tout, y compris aux animaux, les acariens eux-mêmes, c'est un peu contre-intuitif, mais finalement jouent un rôle pour éliminer les poux des poules, de nouveau en termes de production. Et puis alors, il y a le dauphin. Alors ça, c'est un peu un cas spécial, évidemment, le dauphin qui a fait couler déjà beaucoup d'encre. Je pense ce fameux dauphin est aussi en situation d'exploitation capitaliste, si j'ose dire. Il travaille, voilà, c'est le cas de le dire, dans un centre aquatique. Et lors d'une séance, un shooting photo avec une jeune adolescente, il va ni plus ni moins violer cette adolescente dans l'eau. Alors, pour les animaux, vous êtes vous-même cavalière, au sens typique du terme? Je l'ai été. D'accord. Adolescente. Ce qui fait que Red Apple a été facile à écrire. Il y a quand même tout un vocabulaire qui est très spécifique et j'avais la chance de l'avoir sur ce coup-là. Mais oui, en tout cas, les animaux, pareil, hein, c'est effectivement, on est de nouveau dans les rapports de domination et alors, c'est la grande, et je prétends pas du tout avoir de réponse, c'est la grande question des luttes antispécistes, c'est que, en tout cas, oui, moi je leur prête vraiment une sensibilité, des émotions. Enfin, il y a même pas de débat sur la question que, en tout cas, les grands mammifères, ils souffrent, ils ont peur, ils s'attachent au même titre que nous, et que ce qu'on leur fait subir dans les
à travers l'élevage industriel, à travers les abattoirs, la consommation de viande, c'est absolument monstrueux. Et de nouveau, par la façon dont c'est produit aujourd'hui, qui est vraiment cette logique industrielle des corps qui ne sont vus que comme des produits, où on fait complètement abstraction de leurs émotions et de leur existence pure. Et donc, c'est de nouveau, ouais, on a plusieurs cas. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui tue des animaux toute la journée? Comment ça le transforme? Comment est-ce que lui-même est une victime du système? Comment est-ce que lui-même est pris dans des rouages qu'il ne maîtrise pas et contre lesquels il ne peut pas lutter? Et quel traumatisme ça génère chez lui? Avec le dauphin. Voilà, c'est aussi une façon pour moi de dire, il y a il y a une espèce de spécisme bienveillant, je trouve, avec les dauphins, qui est de considérer cet animal comme un animal forcément pur, forcément ami de l'homme, forcément gentil, alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est des animaux. Et comme toute civilisation animale, il y a des gens chouettes, il y a des individus sympas, et puis il y en a qui sont vraiment crapuleux. Et les dauphins, enfin voilà, chez les dauphins, ils pratiquent le viol collectif. Ils sont, et effectivement, il y a eu des cas d'agression sexuelle de dauphins sur les hommes. Ça m'amusait un petit peu de prendre un peu le contre-pied alors évidemment, le message n'est pas du tout anti-dauphin, d'autant plus que là, c'est vrai qu'on a de nouveau cette situation très particulière d'un animal qui se retrouve à la fois oppressé et oppresseur. C'est-à-dire que peut-être que l'acte qui pose sur cette gamine est le résultat de ces années de captivité où il est enfermé dans un petit bassin, alors que c'est un animal qui est fait pour parcourir des centaines de kilomètres par jour, et ils deviennent complètement fous. Et j'avais été inspirée par ce documentaire Blackfish, que je conseille à tout le monde, qui est vraiment un documentaire brillant sur les orques en captivité. Et effectivement, une fois qu'on a vu ça, on met plus jamais les pieds dans un SeaWorld ou dans un parc aquatique. Oui, cette scène se passe d'ailleurs sous les regards goguenards des hommes qui sont autour du bassin, quoi. Ouais, ce qui arrive souvent quand une femme est agressée, hein, malheureusement. Je voudrais céder la parole. Bon, il y a encore beaucoup de choses à aborder, comme la sexualité, par exemple. On l'a légèrement abordé ici et là, mais bon, on n'aura pas le temps d'entrer dans le vif du sujet cette fois-ci. On va dire que c'est partie remise. Mais je ne voudrais pas terminer sans laisser la possibilité à tout le monde de poser une question, simplement en activant son micro ou en tapant sur le chat. Stéphane, je t'en prie. Oui, petite question. En fait, comment envisagez-vous le travail entre celui à la fois dramaturge, comédienne et romancière, nouvelliste? Quel est votre métier préféré? Et puis peut-être aussi comment envisagez-vous avez-vous des projets pour l'écriture dramaturgique prochainement? Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle est en mouvement. J'ai pas de réponse. Si, je peux vous donner la réponse d'aujourd'hui, mais il est probable qu'elle change dans un mois. Là, aujourd'hui, j'en suis plutôt à me dire que j'ai vraiment envie que l'endroit où je me sens le mieux, finalement, c'est derrière mon bureau à écrire. Alors, écrire, que ce soit des nouvelles, des romans ou du théâtre ou du cinéma, ça change pas grand-chose. Parce que, par exemple, le cinéma, c'est une aventure plutôt collective, alors que l'écriture de romans ou de nouvelles, c'est plutôt individuel. Donc c'est ça que je dois arriver c'est cet équilibre-là que je dois trouver. Alors, et le théâtre, le boulot de comédienne, ouais, c'est pas évident parce que là, on a mis en scène la vraie vie dans laquelle je joue. Et on est arrivé au bout des répétitions. On n'a pas pu jouer, évidemment, à cause du Covid. On va pouvoir jouer au mois de juin.
Donc là, je suis à un moment où je me dis, je ne suis pas assez compétente pour ce métier-là et il vaut mieux que je laisse… voilà, je trouve ça détestable, les gens qui font des choses dans lesquelles ils ne sont pas bons et qui phagocytent la place d'autres gens qui seraient meilleurs à cet endroit-là. Donc, je n'ai pas envie de devenir cette personne-là et je n'ai pas envie que parce qu'on va me laisser la place sur scène grâce à ma notoriété, parce que mon nom va faire venir du monde au théâtre, ce n'est pas une bonne raison pour être sur scène. Donc, pour l'instant, j'en suis plutôt à me dire, une fois que la vraie vie se sera terminée, je vais plutôt laisser ma place à des gens compétents. Maintenant, je ne sais pas non plus comment vont se passer les représentations et si ça se trouve, je vais être très heureuse et je vais être convaincue qu'en fait… Après, moi, j'ai énormément de plaisir à être sur scène. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et là, c'était important pour moi aussi de… je parlais tout à l'heure de ma tristesse d'avoir terminé d'écrire La vraie vie. Je pense que j'en ai pas fini avec cette petite fille. Je ne sais pas pourquoi. Elle est toujours là. Elle vit toujours à l'intérieur de moi et elle ne veut pas me laisser tranquille. Et donc, quelque part, être sur scène et raconter son histoire par ce biais-là, pour moi, c'est un soulagement énorme. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit au détriment des projets. Et moi, je veux que mes textes soient servis par les personnes les plus compétentes et les plus à même de les mener à bien. Et si ce n'est pas moi, cette personne-là, alors il vaut mieux que je laisse ma place. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, dans ce cas, il me reste à vous remercier, Adeline, pour votre disponibilité, pour cette discussion très très riche sur votre roman et Kérosène. Donc, et alors, on vous attend bien entendu en Serbie, où les scènes sont très très accueillantes, à l'occasion d'une prochaine publication, d'un spectacle, que sais-je. En tout cas, bonne chance pour vos prochains projets d'écriture. Et encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci à nos amis de l'Institut français pour avoir accueilli la rencontre. Et il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à tout le monde et au plaisir de vous revoir chacune et chacun. Mille merci.